Ok, donc on continue maintenant en parlant là, de la structure d'un bloc dans Ethereum. On va comparer ça avec Bitcoin. Donc, si vous vous souvenez, dans Bitcoin, bon, ce qu'on avait, c'est l'arbre de Merkle pour les transactions. Donc, ici, vous allez voir que l'arbre de Merkle pour les transactions existe encore ici. Donc on a l'arbre de transactions. C'est la même chose que dans Bitcoin, c'est un arbre de Merkle. La différence ici, c'est bon, dans Bitcoin, on avait la transaction, ça fonctionne à base de UTXO. Ici, c'est pas pareil. Donc, on va d'abord avoir le type de transaction parce qu'il peut y avoir des transactions qui sont juste transfert de monnaie comme dans Bitcoin, mais il peut y avoir aussi des transactions d'appel de fonctions de contrats intelligents. Il peut y avoir des fonctions qui sont des transactions qui sont déploiement d'un nouveau contrat. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas dans Bitcoin. Donc on doit ajouter ça. L'autre chose qui est pas pareil, c'est que les transactions ici vont fonctionner. Les frais de transaction sont calculés à partir du concept de gaz. Ok, ils ne sont pas calculés. C'est pas juste une valeur, un pourboire là, écrit par l'utilisateur. Ok, donc c'est à la place comment l'utilisateur veut exprimer son frais de transaction, c'est en définissant deux paramètres, donc la limite de gaz et le prix de gaz. Donc on va parler de ça un peu plus tard cette semaine, ok? Mais essentiellement, la limite de gaz limite combien d'argent peut être dépensé pour exécuter cette transaction. Donc, si la limite est atteinte, à ce moment-là, la transaction est annulée, mais on paye quand même le prix du gaz. On paye pardon, le frais de transaction au complet. Et le prix du gaz ici qui donc est le facteur de multiplication donc qui convertit essentiellement l'unité de gaz en Ether. Donc plus j'augmente mon prix de gaz, c'est-à-dire que je veux payer plus d'Ether pour chaque unité de gaz. Donc et un gaz c'est essentiellement une unité abstraite qui représente là, du calcul et du stockage d'informations. Donc, essentiellement, je suis en train de dire que je suis prêt à payer plus cher là, pour le même effort de calcul, pour les mêmes ressources de calcul et de stockage d'informations en augmentant mon prix de gaz. Okay? Donc, si je mets mon prix de gaz à zéro, ça veut dire que je veux que cette transaction est gratuite et que peu importe les ressources consommées pour utiliser cette transaction, je vais pas payer d'argent. Okay? Donc, ça, c'est le concept et la formule ici est là. Donc, les frais de transaction, si on atteint la limite de gaz, c'est la limite de gaz. Sinon, c'est le prix du gaz qui va être multiplié par donc les ressources de calcul et les frais de stockage. Okay? Donc, c'est ça la ici, il y a une petite erreur ici, c'est gas price fois, il y a une parenthèse ici. Donc, c'est le prix du gaz est multiplié par les ressources de calcul et de stockage. Donc, mis à part de ça, on a aussi le proof of work, on a le hash du bloc précédent, on a le nonce, tout ça c'est pareil comme dans Bitcoin. Autre différence, on a le hash de la racine de l'état de la chaîne. Okay? Donc, c'est ce que je viens d'expliquer dans la vidéo précédente. Donc, l'état de juste la racine, pas l'arbre au complet et pas dans le bloc, sinon ça serait trop d'informations. C'est juste la racine qui est là. Et on a un troisième élément qui est spécial qui s'appelle le tree de reçu. Ok, donc le receipt tree. Et donc cet arbre de reçu, donc essentiellement quand le miner exécute les contrats, exécute les transactions, va aussi faire un log ou écrire ok c'est quoi les effets de la transaction, c'est quoi le résultat de chaque transaction. Donc parce que en exécutant un certain contrat, ça va modifier des variables, des choses comme ça. Donc la machine est censée capturer quelles sont les informations modifiées par chaque transaction et les écrire dans un reçu. Parce qu'à ce moment-là, quand un client veut, par exemple, comprendre c'est quoi l'impact ou le résultat net d'une transaction, peut aller obtenir le reçu qui va lui expliquer c'est quoi qui s'est passé après avoir exécuté sa transaction. Parce que vous pouvez imaginer là, que l'état de la racine ici, c'est l'état global pour avoir exécuté là, toutes les transactions dans le bloc. Donc ça c'est l'état qui représente là, toutes les transactions, alors que les reçus, ça représente une transaction. Donc on a un reçu par transaction. Donc ça c'est utile pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, alors que ça nous dit juste
c'est quoi l'effet global de toutes les transactions, mais pas l'effet individuel de chaque transaction. Ok, donc ça c'est un super diagramme là, qui est vraiment, bon selon moi, là, vraiment très complet là, de toutes les informations, toutes les structures de données, tous les messages, tous les protocoles, toutes les étapes qui sont utilisées là, dans le mécanisme là, de génération d'un nouveau bloc pour Ethereum. Donc c'est vraiment un diagramme géant que vous pouvez aller regarder le lien sur notre Moodle. Donc, je ne veux pas passer de temps à expliquer ça. Il y a beaucoup de choses ici on va déjà expliquer durant le cours, mais si vous avez besoin d'une vue globale de Ethereum, vous pouvez aller regarder ce diagramme en détail. Je recommande ça. Donc maintenant, on va passer au prochain sujet qui est donc les contrats intelligents et le gaz dans Ethereum. Donc, quand vous allez développer votre projet, il va y avoir évidemment une composante contrat intelligent que vous allez fort probablement écrire en Solidity, que vous allez déployer dans votre réseau blockchain Ethereum. Donc, quelles sont les étapes que vous allez faire? Donc, vous allez premièrement écrire votre code en Solidity. Donc, soit à travers Remix, peut-être dans Truffle ou autre éditeur que vous voulez. Vous allez ensuite compiler votre code avec un compilateur de Solidity qui s'appelle Solc. Ça va vous donner deux fichiers essentiellement. Donc, un qui va être l'interface, l'ABI qu'on appelle. Donc, c'est l'interface de votre... c'est essentiellement le fichier header là, de votre code, donc qui explique c'est quoi les méthodes, là, les signatures de vos méthodes. Et finalement, le code binaire qui est en bytecode qui va être exécutable par la machine virtuelle d'Ethereum. Vous allez ensuite démarrer votre programme GET, ou si vous n'utilisez pas GET, vous utilisez Parity, ou peut-être que vous n'utilisez pas directement ces programmes-là, vous utilisez par exemple Ganache pour ouvrir votre réseau, ouvrir votre full node. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous connecter au réseau de Ethereum, c'est ce qu'on appellerait le main network, ou peut-être c'est un test network si vous voulez juste tester ça, ou ça pourrait être tout simplement un réseau local que vous avez construit vous-même. Vous pouvez ensuite déverrouiller votre compte Ethereum, donc le compte de l'envoyeur, parce que pour pouvoir donc déployer un nouveau contrat, il faut payer pour cette transaction de déploiement. Donc, quel est le compte qui va payer la transaction de déploiement? Ben, c'est votre propre compte personnel Ethereum. Donc, vous allez déverrouiller votre compte personnel et ensuite déployer le contrat, ce qui va nécessiter là, de payer un certain montant. Et par la suite, donc, le système va vous renvoyer l'adresse du nouveau contrat. Donc, ça va créer un nouveau compte Ethereum qui va héberger le contrat. Donc, c'est-à-dire que selon ce qu'on a dit, il va avoir le hash du contrat là, enregistré dans l'état de la chaîne pour cette adresse. Et vous allez pouvoir obtenir cette adresse-là. Et vous pouvez tester maintenant votre contrat en envoyant des nouvelles transactions qui vont donc appeler des fonctions qui sont appeler des fonctions en référençant l'adresse du contrat déployé. Donc ça, c'est une autre image ici là, qui représente de façon visuelle les différentes étapes que je viens d'expliquer. Donc avec le développement en premier, donc le code qui se fait compiler, on reçoit les deux fichiers, le bytecode et l'ABI. Ensuite, on ouvre notre full node ici, donc parity, get, peu importe. Vous allez undocker déverrouiller votre compte, c'est pas écrit ici, déployer votre transaction, payer les frais de transaction, vous recevez l'adresse de ce nouveau contrat-là et vous allez pouvoir donc, à partir de ce moment-là, envoyer des transactions qui vont référencer cette adresse. Donc, une façon facile de démarrer dans Ethereum, c'est d'utiliser Remix. Ça, c'est la vieille interface de Remix. Aujourd'hui, ils l'ont améliorée. Okay? Donc, le look est un peu différent. Mais essentiellement, c'est la même chose. Vous allez avoir une partie où vous pouvez écrire votre code Solidity. Et vous avez une partie ici pour pouvoir compiler votre code directement donc, dans votre furteur et recevoir l'ABI et le bytecode. Et vous pouvez même tester votre code en mémoire vive là, sans même avoir de machine de full node qui roule, juste une simulation là, de la machine virtuelle d'Ethereum.
Donc, c'est une façon très accessible de démarrer votre, c'est ça, votre programmation, votre carrière en programmation, Solidity. OK, donc un autre outil qui est utile, c'est Truffle et Ganache. Donc ici, je vous montre l'interface de Ganache, donc qui permet là, de déployer vos propres full nodes. Donc, par exemple, pour monter votre propre réseau Ethereum ou pour vous connecter votre full node avec le réseau principal ou les réseaux de test. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une interface ici qui vous montre là, tous les comptes qui existent dans l'état de la chaîne présente. Vous pouvez consulter les blocs, consulter les transactions, etc., etc. Un autre outil qui est utile, c'est MetaMask. Donc MetaMask, c'est un porte-monnaie. Donc ça gère les clés privées, ça gère les adresses de compte Ethereum. Et donc vous pouvez installer ça comme un plugin dans votre furteur, là, que ce soit Firefox, Chrome, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser MetaMask pour générer un nouveau porte-monnaie. Donc, on a déjà vu ça là, avec les seed phrases et des trucs comme ça pour générer votre clé maître. Et vous pouvez connecter votre MetaMask sur n'importe quel réseau, là, par exemple le réseau principal. Et à ce moment-là, quand vous exécutez un code dans votre furteur et que le code a besoin d'un fournisseur Ethereum, c'est-à-dire a besoin d'un fournisseur qui va connecter le code avec Ethereum, ben, MetaMask peut agir en tant que fournisseur et injecter essentiellement l'interaction entre le site web et le réseau Ethereum. Donc, quand le site web demande d'envoyer une transaction au réseau Ethereum, MetaMask prend le dessus et donc génère la transaction qui va être envoyée à Ethereum. Et vous allez recevoir une interface comme ça qui indique, OK, par exemple, qui demande à l'utilisateur là, combien d'argent ils veulent, les paramètres là, de gaz que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quel prix on veut payer pour chaque unité de gaz. Donc ça, c'est en Gwei, donc c'est combien de Wei on veut payer pour chaque gaz et quelle est la limite, le montant maximum de gaz que je veux utiliser pour ma transaction. Et ça va même estimer le coût en dollars américains là, pour la transaction. Donc, il est capable d'estimer, mais c'est pas exact, là, c'est une estimation là, de combien la transaction va coûter. Donc à ce moment-là, on peut soumettre la transaction si on accepte. OK, donc le prochain sujet, c'est un peu plus dans la programmation elle-même. OK, donc, bon, c'est sûr que je ne vais pas vraiment passer beaucoup de temps sur la programmation. Selon moi, c'est quelque chose qui s'apprend mieux là, en faisant. Là. Donc c'est pour ça que vous avez le projet pour pouvoir pratiquer votre programmation. Mais je veux juste pointer quelques aspects là, que je trouve intéressants, qui sont comme des features qui sont uniques là, à Solidity que vous n'avez peut-être pas vu auparavant. Et à ce moment-là, portez attention à ces aspects-là qui sont probablement nouveaux pour vous. OK, donc le premier aspect, c'est le concept d'événement. OK? Donc dans Solidity, c'est possible de définir des événements. Et les événements donc, vont avoir c'est une structure de données qui contient certaines informations. Et dans votre code, ce que vous pouvez faire, c'est émettre un événement. Donc vous pouvez ajouter une ligne. Donc comme vous voyez ici, là, j'ai défini un événement qui s'appelle proof created. Et ici, j'ai dans cette fonction ici qui s'appelle notarize hash, j'émets un événement proof created. Okay? Donc ça sert à quoi d'avoir des événements? C'est essentiellement une méthode là, de communication asynchrone. Okay? Ça permet d'avertir des écouteurs qui essentiellement surveillent là, le réseau Ethereum et qui essayent d'écouter pour certains types d'événements avant de réagir. Okay? Donc c'est ça qu'on a dans Solidity. Donc par exemple, je peux avoir un événement proof created, okay, qui représente là, la création d'une nouvelle preuve. Bon, ici c'est une application là, où on va faire essentiellement de l'horodatage de documents. Okay? C'est comme un open timestamp. Donc, quand un nouveau document a été daté, je veux que mon code génère un événement qui s'appelle proof created. Et à ce moment-là, donc, les utilisateurs peuvent écouter pour ce genre d'événement-là. Donc, je peux écrire en JavaScript, par exemple, contract proof created.
watch function et ça permet donc, et donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle preuve qui a été créée, je vais donc être, ma fonction callback qui est ici va être appelée, donc je peux réagir là, à ce nouvel événement qui s'est passé sur la chaîne. OK? Donc c'est la façon de faire ça et je peux évidemment définir des filtres ici pour filtrer dans ce type d'événement, proof created, okay, quelle information là, précise, quelles conditions doivent être remplies avant que ma fonction callback est appelée. Okay? Donc ça c'est un concept d'événement qui est supporté dans le langage de Solidity. Deuxième concept, c'est le concept de modifier. Okay? Donc on peut définir des modifiers comme ça ici. Donc c'est des bouts de code et on peut ensuite les insérer n'importe où. Donc par exemple, ici, j'ai un modifier qui s'appelle onlyOwner, okay? Parce que je veux par exemple que certaines fonctions peuvent seulement être appelées par le propriétaire du contrat. Okay? Donc c'est ça le code que j'ai. Mais au lieu d'écrire ce code-là un peu partout, je veux juste écrire un modifier et à ce moment-là, dans mes fonctions qui ont besoin de cette condition de onlyOwner, j'ai juste besoin de l'ajouter ici dans la signature de ma fonction. Okay? OnlyOwner. Et à ce moment-là, seulement mon modifier va être donc exécuté, va être essentiellement inséré dans ce code-là avant de pouvoir exécuter le reste du code pour pouvoir donc vérifier là, que c'est vraiment le propriétaire qui exécute la fonction. Okay? Donc ce concept-là, c'est vraiment similaire à ce qu'on appelle le Aspect-Oriented Programming. Donc c'est un concept qui aujourd'hui n'est peut-être pas aussi populaire qu'auparavant. Mais dans l'Aspect-Oriented Programming, l'idée c'était de définir des aspects, c'est comme des modifiers, et ensuite de pouvoir définir aussi des conditions qui vont insérer l'aspect dans le code. Donc ici, il n'y a pas, c'est simplifié, c'est-à-dire qu'on peut définir un aspect, mais la seule façon d'injecter notre aspect, notre modifier, c'est de le mettre dans la signature d'une méthode. Okay? Donc c'est une façon simplifiée de faire du AOP. Troisième concept qui est intéressant, c'est la visibilité des fonctions. Donc ici, il y a des choses qui sont pareilles comme dans d'autres langages comme Java. Donc par exemple, public, c'est public, private, c'est private, internal, c'est que ça peut être appelé par des contrats dérivés, ça peut être inhérité par des fonctions de classe enfant. Donc c'est comme le protected dans Java. Donc la grosse différence, c'est l'élément external. Donc on peut indiquer qu'une fonction est externe, c'est-à-dire qu'elle peut seulement être appelée par des transactions ou par d'autres contrats, mais ne peut pas être appelée par d'autres fonctions à l'interne. Et ça, c'est vraiment spécial, hein, parce que c'est-à-dire que, imaginons là, que j'ai une fonction ici là, et que dans ma fonction, je veux appeler la fonction doesProofExist. Okay? Si la fonction doesProofExist a la visibilité external, je ne peux pas l'appeler dans une autre fonction. Okay? Ça, c'est étrange, hein, parce que dans Java ou des choses comme ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, parce que si une fonction est visible de l'extérieur, ben, on suppose qu'elle est visible de l'intérieur, puis tout simplement, si on ne veut pas l'utiliser à l'interne, ben, on ne fait juste pas l'utiliser. C'est tout. Okay? On n'a pas besoin de changer la visibilité pour représenter ça. Donc pourquoi est-ce que c'est important ici d'avoir le external? C'est pour des raisons d'optimisation. C'est-à-dire que la machine virtuelle, quand elle reconnaît qu'une fonction est externe, peut essentiellement là, compresser les données. Donc c'est que cette fonction-là ne peut pas être appelée par d'autres fonctions. Donc quand elle appelle d'autres fonctions, elle n'a pas besoin de garder en référence l'interface ou l'information sur des fonctions qui sont external parce qu'ils ne vont jamais être appelés par une autre fonction. Donc ça permet de sauver un peu de ressources et sauver un peu de gaz. Donc c'est pour ça qu'on a cette distinction-là. L'autre chose, c'est les types de fonctions. Donc ça, c'est vraiment spécial. Donc on peut définir que notre fonction est view. Okay? Ça veut dire que c'est un read-only, c'est un lecture seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction ne peut pas écrire de données qui vont modifier la chaîne de l'état. L'état de la chaîne. Okay? Donc c'est des fonctions qui sont read-only, quand elles sont exécutées, ne peuvent pas modifier l'état de la chaîne. Donc, ce que ça veut dire que ces fonctions-là peuvent être essentiellement exécutées à n'importe quel moment. Pas besoin même de les mettre dans la blockchain parce que ça ne va pas
ça peut pas affecter l'état de la chaîne. Donc n'importe quel full node peut exécuter ces fonctions-là localement, puis retourner le résultat, parce que c'est juste de la lecture. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces fonctions sont gratuites. Parce que quand c'est des fonctions qui n'affectent pas l'état de la chaîne, ça n'a pas besoin de rentrer dans la blockchain, ben c'est comme si ça ne consomme pas de ressources. Okay? Juste exécuter la fonction localement, c'est pas considéré comme consommer des ressources, donc c'est gratuit en termes de gaz. Ça coûte zéro. Les fonctions pures ici, donc les fonctions pures permettent de lire certaines variables, mais ne va pas permettre la lecture des variables d'état. Donc, ne permet pas d'accéder de l'information qui est dans l'état de la chaîne, mais est capable de définir des variables qui sont temporaires pour l'exécution d'un contrat. Donc, encore une fois, ces fonctions-là ici permettent de sauver un peu de gaz, parce qu'on définit que ça ne peut pas lire de l'information qui est dans l'état de la chaîne. Et les fonctions payables ici, donc, qui permettent donc, quand on envoie des transactions qui appellent ces fonctions-là, l'utilisateur peut aussi transmettre des fonds, donc peut envoyer de l'argent dans la transaction. Et ça, c'est pas de l'argent qui est utilisé pour payer le gaz nécessairement, mais de l'argent qu'on veut transmettre dans le compte du contrat. Donc à ce moment-là, la fonction sait que elle s'attend à recevoir de l'argent dans la transaction, et donc la fonction elle-même peut donc exécuter et manipuler ou faire une exécution selon le montant qui a été transféré dans le compte du contrat. Ok, c'est tout pour maintenant. Et là, dans la prochaine vidéo, on va parler d'Oracle.